Coucou les zinzins, c'est Caroline, bienvenue sur ma chaîne Histoire de Fou qui va parler de psychiatrie, de psychologie et de santé mentale. J'avais commencé cette chaîne il y a plusieurs années, en 2018, après une rupture avec un pervers narcissique, et j'avais consacré ma chaîne à ce sujet. Au bout de quelques mois, j'allais mieux et le sujet commençait à être un peu étiolé, et du coup j'ai arrêté de faire des vidéos. Mais là, il y a une semaine, j'ai vécu une expérience intéressante qui m'a donné envie de reprendre la chaîne. Donc voilà, je recommence Histoire de Fou avec vous. J'espère que vous serez contents et que je pourrai répondre à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, premier sujet donc de la nouvelle chaîne Histoire de Fou, les premières 24 heures en hôpital psychiatrique. On m'a souvent demandé oh, c'est comment l'hospi, ça fait peur, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça, et comment ils sont les infirmières, comment ils sont les psychiatres, c'est quoi les médicaments, machin. Donc je vais essayer de faire une vidéo non exhaustive pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors déjà, à l'HP, il faut y arriver. Parce que c'est pas l'HP qui s'amène chez vous. Contrairement aux soins physiques où une infirmière peut passer s'occuper de vous plusieurs fois par jour, là l'HP ça fonctionne pas comme ça. Alors il y a 3 possibilités pour arriver à l'HP. Soit vous avez convenu d'un rendez-vous avec le psychiatre, avec votre psychiatre qui s'est mis en contact avec le psychiatre de l'établissement et qui ont convenu d'une date à laquelle vous alliez arriver avec vos affaires. Donc là, vous arrivez avec votre valise, avec vos parents ou vos amis, avec la personne qui vous accompagne, et vous arrivez à l'accueil de l'hôpital psychiatrique à proprement dit. Deuxième possibilité, les urgences. Vous êtes chez vous, vous avez une crise de décompensation, vous avez une crise d'angoisse, vous avez des hallucinations, vous avez des symptômes voilà, qui vous perturbent. Vous appelez le SAMU ou alors vous demandez à quelqu'un de vous emmener aux urgences de l'hôpital classique. Et c'est eux après c'est l'infirmière de liaison des urgences qui vous dirigera en psychiatrie. Et là après vous serez vu par une équipe de psychiatrie. Sinon, troisième possibilité pour arriver aux urgences, aux urgences psy, c'est la police. Souvent, la police finit par amener des personnes souffrant très très clairement de symptômes psychotiques sévères et de décompensation sévère, voire d'agressivité, de violence envers elles-mêmes ou envers les autres. Et en tout cas, en vrai, tout le monde qui a l'air un peu perché et bizarre, les flics, ils les amènent à l'HP. Voilà, donc c'est les 3 manières d'y arriver. Ensuite, on voit une infirmière et un psychiatre quand ils ont le temps. Dans les heures qui suivent votre arrivée, voilà, vous êtes vu assez vite par une infirmière. Par contre, pour voir la psychiatre, ça peut mettre plus de temps. Qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, pour aller en psychiatrie, quand vous êtes un patient qui est sujet à être hospitalisé en psychiatrie, ayez toujours chez vous une petite valise de prête avec le nécessaire de gel douche, shampoing, machin, tout ça, un jogging, 3 t-shirts, 3 culottes, voilà. Au cas où, parce que en fait, une fois que vous êtes admis à l'HP, vous ne pouvez plus sortir. Donc vous ne pouvez pas retourner chez vous chercher vos affaires. Donc ce sera après, sinon il faut demander à vos parents ou à vos amis ou à votre famille de vous préparer une valise de chez vous et de vous la ramener à l'hôpital, ce qui n'est pas vraiment pratique. Donc moi, avec le temps et l'expérience, maintenant, j'ai toujours une petite valise de prête, comme ça, comme ça, c'est vraiment pratique. Voilà, j'ai plus qu'à, même si c'est une situation grave, j'ai plus qu'à aller foncer aux urgences avec ma petite valise et c'est bon, je suis prête pour une hospi d'au moins 1 semaine, voire 2 semaines. Alors, ce qu'il ne faut absolument pas faire, ce que je vous déconseille le plus, ce qu'il ne faut absolument pas faire devant l'infirmière de psychiatrie qui vous reçoit quand vous êtes aux urgences, ni devant le psychiatre. Ce qu'il ne faut pas faire non plus devant le psychiatre quand vous avez une date prévue à l'hôpital psychiatrique et que vous rencontrez le psychiatre pour la première fois.
ne pas péter un câble devant lui ou elle. J'entends par péter un câble, voilà, avoir une démonstration très extravertie de vos symptômes. Essayez, même si c'est très très dur, le plus possible de vous contenir. De parler le plus lentement possible, le plus calmement possible. Évitez les grands gestes, évitez les cris, évitez les menaces, je me lève, je me rassois, je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas. Enfin, voilà, tout signe d'agitation intérieure trop extraverti. Je vous déconseille parce que là, ça va être direct, ça va directement mal se passer avec le psychiatre. Donc, essayez le plus possible de vous contenir, même si on vous donne des informations pendant l'entretien qui ne vous plaisent pas. Par exemple, que vous allez vous retrouver en chambre double alors que vous avez demandé une chambre simple. Ça peut arriver, hein. Moi, avant, j'avais tendance à réagir à ce genre de nouvelles en criant, en cassant le bureau, en cassant la chaise. Voilà. Voilà. Essayez plutôt de dire « Ah !» ça peut poser problème, effectivement. Voilà. Essayez de trouver les mots et de vous parler calmement, surtout le plus possible. Alors, le psychiatre, à ce moment-là, de l'entretien, va décider de votre traitement. Alors, souvent, vous arrivez, que ce soit de vous-même aux urgences ou avec la police, vous arrivez quand même avec une ordonnance. Si vous arrivez avec la police, l'ordonnance, elle est souvent très facilement trouvable dans vos affaires que vous avez sur vous. Un patient en psychiatrie a large... Enfin, je connais pas de patient en psychiatrie qui n'a pas une copie de son ordonnance quelque part sur lui, dans son sac à main, sa pochette, son survêt, enfin voilà, quelque part. Donc, et de toute façon, si on la trouve pas sur vous, on peut la trouver dans les fichiers de informatique. Donc le psychiatre va voir le traitement. Alors, soit il va décider de poursuivre le traitement que vous avez déjà, en parfois l'adaptant un petit peu, l'ajustant un petit peu. Soit il va décider de prendre un virage à 180 et de faire un tout nouveau traitement qui soit adapté à vos symptômes là, maintenant, tout de suite. Moi, dans mon expérience, j'ai eu les deux. J'ai eu la psychiatre enfin voilà, j'allais dire comply, la psychiatre qui veut pas trop déroger au traitement du spécialiste qui m'avait fait mon ordonnance. Donc du coup, qui suit à la lettre le traitement. En n'étant pas d'accord avec le traitement, mais en disant « Ah, mais non, j'essaye d'appeler le docteur machin, il me répond jamais. » Voilà. Et j'ai eu le cas de figure où carrément le psychiatre qui m'a reçu à l'hôpital a carrément annulé le traitement de mon psychiatre précédent qui me suivait à l'extérieur et a installé un tout nouveau traitement pour le séjour. Voilà. Hein? Bon, j'arrive pas à... Oui, voilà, oui, ce que je disais, oui, c'est dans un de ces jours, ils ont pratiquement tout changé. Ok. Ensuite, les infirmières vont vous conduire en chambre. Donc, une fois que vous avez fait l'entrée administrative... Ah oui, j'avais oublié de vous dire ça. Il faut faire l'entrée administrative avec votre carte vitale, votre carte de mutuelle et votre carte d'identité, qui vous seront rendues pas longtemps après. Donc, une fois que vous avez fait l'entrée administrative, que vous avez vu l'infirmière de liaison, que vous avez vu l'infirmier psychiatrique et vu le psychiatre, après, si vous êtes accepté pour l'hospitalisation, vous allez être emmené en chambre par l'infirmière. Et là se passe the moment de l'inventaire. Alors, l'inventaire, c'est un des moments les plus humiliants de la vie d'un patient de psychiatrie. Et pourtant, il y en a des moments humiliants dans la vie d'un patient en psychiatrie. Mais là, c'est vraiment le moment horrible. Surtout quand c'est la première fois. Et qu'on sait pas à quoi s'attendre. Et qu'on avait fait sa valise tranquille, en mode c'est bon, je mets tout ce que je veux dedans, c'est cool, des petites robes, des petits trucs, des petits trucs. Bon. Là, l'inventaire, clairement, vous n'aurez plus aucun moyen d'avoir une intimité après ça. Alors, en quoi ça consiste l'inventaire? L'inventaire consiste à ce qu'une infirmière prenne votre valise, votre sac à main et vos autres sacs si vous avez d'autres sacs,
et renverse tout sur le lit comme ça. Et un par un, voilà, un par un, elle va regarder, elle note un stylo jaune, un stylo rose, voilà. Et elle fait ça pour toutes vos affaires. Que ce soit la lingerie, que ce soit les chaussettes, que ce soit la trousse de toilette, qui est inspectée très très très... enfin, elles sont très 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 exhaustives pendant la trousse de toilette pour bien voir qu'il n'y a rien caché. Donc, donc là, vous voyez, on voit tous vos produits de beauté, machin, tout ça, bon, ils sont sortis sur le lit. Tout ce que vous aviez bien plié chez vous avant pour que ça rentre bien dans la valise et tout, là vous avez plus qu'à tout faire parce que tout est en bordel sur le lit. Mais le pire c'est le sac à main. Le sac à main, ça c'est vraiment vraiment pénible parce que du coup elles examinent tout au peigne fin, votre porte-monnaie, combien voilà machin, votre portefeuille, vos cartes bleues, vos cartes vitales, carte d'identité. Le petit porte-monnaie cousu par votre nièce pendant qu'elle est en vacances, tout, enfin tout ce que vous pouvez mettre, tout ce que vous pouvez, la boîte à tampons, tout ce qui peut être dans un sac à main de fille, voilà, il va être inspecté. Alors moi j'ai donné quelques petits exemples de choses qui m'avaient dérangé. Qu'on me prenne pendant... Oui, parce que si évidemment, vous avez des choses qui ne sont pas conformes au règlement intérieur, par exemple des petits ciseaux, tout ce qui peut être coupant des canettes de coca, tout ça, on vous le retire. Rasoir, tout ça, machin, épilateur, on vous retire. Parce que ça peut être des armes. Alors moi, j'ai eu plusieurs exemples de choses qui m'ont bien embêté qu'on me les enlève. Alors j'allais commencer par la première qui est plutôt drôle. J'avais oublié dans ma valise, c'était pas pour cet hospi-là, mais j'avais oublié dans ma valise des vacances d'avant, j'avais oublié mon sextoy. Je vous imagine pas la tête de l'infirmière quand elle a vu le sextoy dans la valise. C'était vraiment, vraiment énorme. Elle était trop gênée, moi aussi, c'était atroce. Donc voilà. Ce qu'on m'a enlevé dans ma valise que j'ai pas du tout apprécié, c'est mes aiguilles à tricoter. Parce que je fais du tricot depuis longtemps. Et en hôpital, j'amène toujours du tricot parce que ça passe vraiment le temps, ça sauve la vie. Et à chaque fois, ils me font le même coup. Ils me les enlèvent. Ils me disent qu'il faudra les mettre au poste de soins, les récupérer, puis les remettre le soir, machin. Et si vous oubliez, ils viennent vous les chercher dans la chambre. Parce que ça, vous pouvez vous tuer ou tuer quelqu'un avec. Évidemment, donc tout ce qui va être rasoir, épilateur et tout ça, vous oubliez. Le parfum également, vous oubliez parce que ça peut être pour le boire, pour les alcooliques. Et effectivement, quelque chose que j'ai jamais compris, les vernis à ongles. Alors, pourquoi les vernis à ongles? Ça, je vois pas du tout pourquoi. Mais les vernis à ongles vous sont confisqués aussi. Mais une fois qu'on connaît le processus, qu'on est passé par ce processus plusieurs fois, on peut trouver des solutions pour contourner l'inventaire. On peut avoir trouvé des cachettes. Et ça, c'est assez sympa. Alors, par exemple, vous apprenez que si vous avez des petits objets que vous voulez garder et qui sont, voilà, auxquels vous tenez, par exemple, un petit bracelet, tout ça, des bagues, des choses que vous voulez pas qu'on emmène au coffre, vous les cachez dans votre soutien-gorge. Bon, ça, c'est assez facile. En général, ils font pas ils palpent pas le corps. Les poches, mais pas les poches de pantalon. Attention, pas les poches de pantalon. Ça, ils vont vérifier. Les poches, genre, si vous avez un jogging avec des poches sur le côté, ou bien des poches derrière sur les tibias, ou une poche derrière, enfin voilà, mais une poche comme ça. Et il y a une dernière cachette, alors je vous la donne, mais celle-là, faudra pas la montrer aux équipes soignantes parce que sinon, toute ma cachette est gâchée. Vous pouvez cacher des choses dans les cahiers, les carnets, les agendas, en fait. Parce qu'il y a, vous voyez, il y a
il y a des agendas et des carnets qui ont des protèges plastiques. Et ils ont une ouverture. Et en fait, vous pouvez cacher des choses là-dedans, en fait. Voilà. Petit secret de toxico qui est allé à l'hôpital plein de fois. Alors, ça, j'ai déjà dit. Ah oui, si vous avez de l'argent et vos cartes bleues dans votre portefeuille, je vous conseille vivement, à ce moment-là de l'inventaire, de les confier à l'infirmière pour qu'elle les mette au coffre. Parce que moi, on m'a déjà plusieurs fois volé de l'argent liquide que j'avais mis dans mon portefeuille, dans mon sac à main, dans ma chambre. Mais il y a des voleurs partout et en psychiatrie beaucoup parce que personne n'a rien. Donc l'argent là-bas, même 20 euros, c'est de l'or quoi. Hein. Donc même si vous avez que 20 euros, mettez-les au coffre. Alors soit vous avez un coffre, comme j'ai déjà eu dans un de mes hôpitaux, vous avez un petit coffre dans votre chambre, dont vous avez le code, dans lequel je vous recommande de mettre votre argent, votre portefeuille, vos clés de vos maisons et vos cigarettes. Ou alors il y a un coffre en bas pour tout le monde, mais avec chacun un petit casier individuel, où vous pouvez confier aux infirmières et les mettre au coffre pour vous. Je vous conseille vivement de le faire, parce qu'on m'a déjà piqué comme ça 50, 20, 30 euros, ça fait dans plusieurs hospitalisations, donc ça fait quand même un peu mal. Et faire attention aux cartes bleues aussi, parce que ça peut être dangereux, effectivement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après, vous allez devoir tout ranger dans l'armoire. On ne laisse pas tout sur le lit en se disant « je viendrai plus tard le faire ». Non, non, il faut le faire maintenant. Donc à vous de tout a été balancé sur votre lit comme ça dans ce coin. Tout a été voilà, écartelé, les chaussettes partout, les lingeries par là, le pull là-bas, le t-shirt là-haut. Et à vous de tout replier, de tout bien mettre dans l'armoire pour que ce soit bien rangé parce que ce sera vérifié, les infirmières vérifieront si ça a bien été rangé. Ensuite, en général, va venir l'heure d'usiner. Ah non, pardon, j'ai oublié un truc. Oui, avant le dîner, pendant que vous êtes en train de chez votre chambre, une demi-heure après environ, elles arrivent pour prendre les constantes. Donc prendre les constantes, c'est-à-dire prendre la tension, prendre le machin. Alors, j'ai jamais compris à quoi ça servait ce truc. Le machin qu'on met sur le doigt là pour sentir je sais pas quoi, le pouls, j'en sais rien, quelque chose. I don't know. Voilà. Donc ça prend un peu de temps aussi parce que c'est pareil, elle vous pose pas mal de questions, elle essaie de vous déstresser en vous parlant, machin, blablabla, blablabla. C'est la première fois que vous venez, c'est la première fois que vous venez pas, machin, truc, bon. Ensuite vient l'heure du dîner. Alors c'est un moment très très gênant quand vous êtes nouveaux arrivants parce que vous connaissez personne. Et en général, le silence est de rigueur en psychiatrie à table. Alors pas quand on mange à la cantine, sur lequel je reviendrai plus tard, mais quand on mange dans l'unité où on arrive. Au début, on mange dans l'unité, donc c'est une petite table de 8-10 personnes où vous mangez tous ensemble. Là, le silence est de mise. Donc c'est très très gênant comme moment. En plus, le menu est pas super ouf, évidemment, c'est l'hôpital, quoi. Donc, bon, voilà. Moi, mon premier repas en hôpital, ça a été des tomates farcies avec je sais plus trop quoi, mais bon, enfin, je détestais ça. Voilà. Ensuite, vous avez le droit à la dernière clope après le dîner jusqu'à 20h30 environ. 20h30, 21h grand max, mais 20h30 plutôt en général. Voilà. Donc profitez des dernières clopes dehors parce que après c'est terminé. Pareil pour les vapotes, c'est dehors aussi, hein, on ne peut pas vapoter à l'intérieur, hein, ça c'est même pas possible. Ensuite, donc après la dernière clope, tu peux, en général, donc il va être 20h, 20h30 pour la dernière clope. À ce moment-là, tu as à peu près une heure, entre une heure et une demi-heure de temps libre, où tu vas pouvoir vaquer à tes occupations. Donc, souvent, la plupart du temps, les gens, ça va être le téléphone. Ils vont appeler chez eux, ou ils vont envoyer des messages. Il y en a qui regardent la télé, les infos, la météo, machin. Il y en a qui discutent entre eux en jouant au Scrabble. Bon, il peut y avoir plein d'activités différentes. Le téléphone,
Le téléphone, par contre, attention, c'est au cas où ils vous le laissent, parce qu'il y a plein d'hôpitaux où on ne vous laisse pas votre téléphone, on vous le confisque à votre entrée, et jusqu'à ce que vous ayez négocié suffisamment longtemps après avec le psychiatre, on va peut-être vous le redonner 1 heure par jour, 2 heures par jour, mais souvent on vous le garde jusqu'à la fin. Alors, ça dépend vraiment des hôpitaux, ça dépend vraiment des protocoles de soins. Par exemple, dans le dernier hôpital que j'ai fait, qui était vraiment un hôpital hardcore, ils m'ont laissé mon téléphone, alors que j'avais des symptômes assez graves, hein, comme j'avais des hallucinations auditives, j'avais de la dépersonnalisation, j'avais beaucoup d'anxiété, enfin c'était vraiment très dur. Ils m'ont laissé mon téléphone, alors qu'à une autre patiente qui avait l'air de l'extérieur moins symptomatique, elle, ils lui ont enlevé. Mais en fait, après, ils m'ont expliqué pourquoi. C'est parce qu'en fait, elle, s'il lui donnait son téléphone, elle passait son temps à harceler sa famille pour les faire chier. Donc voilà. Mais ça dépend du psychiatre, en fait. C'est lui qui décide. Mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir. J'espère pour vous que vous l'aurez, parce que c'est ne pas avoir son téléphone en psychiatrie, c'est à se péter la tête dans les murs, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, j'avais juste noté l'effet bénéfique de ne pas avoir son téléphone. Moi, pour ma ma deuxième hospitalité qui a duré le plus longtemps, 3 mois et demi, j'avais pas mon téléphone pendant les premières semaines. Et bah, ça m'a fait vachement de bien. Parce que du coup, j'étais coupée de l'extérieur, j'avais pas donné des nouvelles à mes amis, à ma famille. Je pouvais juste me concentrer sur mon soin. Et en fait, ça m'a pas mal libéré l'esprit et c'était assez agréable. L'effet négatif, c'est qu'effectivement, vous êtes coupé de l'extérieur totalement. Donc, pour avoir du soutien, pour remonter le moral, pour passer le temps, pour tout ça, bon, le téléphone, c'est bien utile, quoi. Voilà. Alors, à 21h, ce sont les traitements du soir. Il faut donc faire la queue. Parce qu'en hôpital psychiatrique, on fait beaucoup la queue. Chacun... parce qu'en fait, au lieu de venir avec un caddie dans chaque chambre, donner son médicament au patient, non, ça se passe pas comme ça. Tous les médicaments sont au poste de soins. Ce qu'on appelle le poste de soins, c'est le bureau des infirmières. Et là, on fait la queue. Alors, ça dépend s'il y a beaucoup de patients dans l'unité ou pas. Là, dans l'unité dans laquelle j'étais la semaine dernière, il n'y avait pas beaucoup de patients, donc j'ai attendu peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Dans l'hospitalisation précédente que j'avais faite il y a 5-6 ans, c'était environ 3 quarts d'heure d'attente la queue. Hein. Voilà. Donc c'est très très pénible. À 21h, vous avez envie de dormir, vous en avez marre de cette journée. Et voilà. Donc c'est pas super. Alors, pour ce qui est de la cigarette, dans certains hôpitaux, ils ont un fumoir où vous pouvez aller jusqu'à 22h, 22h30. C'est pas dans tous les hôpitaux, mais ça arrive que ça existe, donc voilà. Et puis à 22h30, tout le monde dort. Voilà. Si jamais il y a des patients qui sont hors de leur chambre, on les raccompagne gentiment, voire moins gentiment, à leur chambre. On n'est pas enfermé, ah oui, ça j'ai oublié de le dire, on n'est pas enfermé dans sa chambre en hôpital psychiatrique nécessairement. On peut l'être si on est un patient avec des symptômes très agités, très agressifs, complètement en crise. On va enfermer le patient dans sa chambre, mais sinon les autres patients, on ne les enferme pas dans leur chambre. Mais vous non plus, vous ne pouvez pas vous enfermer dans votre propre chambre, ni dans votre propre toilette, et votre propre salle de bain d'ailleurs. Au cas où vous vouliez attention à vos jours, il faut que les infirmiers puissent intervenir immédiatement. Alors ensuite, après une bonne nuit de sommeil, je l'espère, qui moi souvent s'est passé dans les larmes et avec mon lapinou, mon lapinou que j'emmène partout. Le lendemain matin, alors réveil 7h30, 8h max, parce que 8h c'est le petit déjeuner. C'est le même petit déjeuner dans tous les établissements psychiatriques où je suis allée. C'est une demi-baguette de pain, du beurre, de la confiture, du café au lait, un jus d'orange. C'est le même petit déjeuner partout en France, dans tous les hôpitaux. Voilà. Alors là, c'est plutôt une bonne ambiance au petit déjeuner. Alors, soit
parle, on papote, oui, toi, ta journée, tu vas faire quoi, machin. Soit on reste en silence, mais il y a quand même, par rapport au dîner de la veille, vous voyez, il y a une meilleure ambiance. On sent que les gens sont frais, ils sont plus détendus. Ensuite, de 8h30 à 9h, c'est la prise des médicaments. Alors, tant que tout le monde n'a pas pris les médicaments, on n'ouvre pas l'unité. Donc, pour les fumeurs, ça veut dire que tant que tout le monde n'a pas pris ses médicaments, même s'il est 9h30, eh ben, on n'ouvre pas l'unité, on peut pas sortir fumer. Donc ça, c'est un peu pénible. Mais en général, bon, dans les unités, comme j'étais celle où je suis allée la semaine dernière, tout le monde a pris ses médicaments assez rapidement et les horaires sont maintenus. Hein, donc c'est bon. Donc 9h, ouverture des portes normalement, mais ça peut être plus dans certains hôpitaux. Et là, enfin, amen, le moment de coca-clope, en tout cas pour moi, ou café-clope pour les autres. Alors là, c'est très important quand vous allez sortir le premier matin de l'unité. En général, c'est soit sur une grande terrasse où ils ont un petit jardin, enfin ils ont aménagé un petit espace dehors. C'est très important d'aller trouver votre spot. C'est-à-dire un endroit où vous vous sentiez à l'aise, où vous puissiez vous isoler pour fumer et boire votre café ou coca ou peu importe, tranquillement, sans personne, sans qu'on vienne vous embêter, vous taxer des clopes, vous taxer de l'argent, parce qu'en psychiatrie, c'est tout le temps, ça. On vous taxe des clopes en permanence toute la journée. Moi, je dis non à chaque fois, comme ça, il n'y a pas de problème, mais il y en a quand même qui essayent de revenir toujours demander, hein. Ils se laissent pas, hein. Ensuite, après, donc, avoir fumé votre clope, tout ça, vous allez remonter en chambre, et là, vous allez attendre l'arrivée du psychiatre qui va vous voir dans la matinée du lendemain de votre arrivée en général. Mais on ne sait pas à quelle heure, donc on est en suspense toute la matinée. On peut rien faire parce qu'on peut pas aller vous faire telle ou telle activité parce qu'au cas où le psychiatre arrive. Donc on est en suspense, on attend pendant toute la matinée. C'est là que le psychiatre va vous voir et c'est là qu'il va décider du protocole de soins. Si vous avez le droit à des activités de psychomotricienne, de sophrologie, par exemple si vous êtes en addictologie, si vous allez pouvoir aller voir les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, l'atelier poterie, jardinage, machin, bon voilà tout ça. Et il va aussi décider évidemment si l'hospitalisation requiert une mise sous HDT, c'est-à-dire hospitalisation à la demande d'un tiers, ou sous HO, hospitalisation d'office. J'expliquerai après ce que ça veut dire ces termes. Sinon, pour les autres jours, il y a des ateliers, mais on verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, à midi, il y a le déjeuner. Donc, selon les hôpitaux, on va pouvoir manger soit dans l'unité, soit à la cantine. En général, au début de votre hospitalisation, quand vous n'allez pas bien, vous êtes dans l'unité, où c'est plutôt restreint, il y a 2 ou 3 soignants par table, c'est très cadré. Et puis après, mieux vous allez, plus vous avez le droit d'aller vers la cantine, où là c'est un self comme une cantine normale à l'école, quoi. Moi personnellement, je détestais la cantine parce que je trouvais ça trop bruyant. Je me retrouvais avec des gens que je connaissais pas à table, ou alors faut se garder des places, machin et tout, mais bon c'est tout un système. Moi je préférais manger dans l'unité où il y avait aucun bruit, on mangeait en silence, tranquille avec les soignants, en sécurité. Moi personnellement je préférais. Parce que manger avec quelqu'un de psychotique qui est sous une forte dose d'antipsychotique et qui est comme ça pendant tout le repas, c'est pas très agréable. Alors, vers 13h, café-clope pour tout le monde, parce que pratiquement tout le monde fume à l'hôpital psychiatrique. Hein. Même les gens qui fument pas à l'extérieur, ils fument à l'hôpital psychiatrique. Ensuite, après-midi, il peut y avoir des activités organisées. Poterie, dessin, écriture, sport, voilà. Moi, personnellement, je préférais en général plutôt rester dans ma chambre pour lire, pour faire des recherches à la bibliothèque, pour être dans mon coin, quoi. J'aimais pas trop me mêler aux autres.
vers 18 h, vous pouvez récupérer votre téléphone pendant 1 heure en général, si on vous l'a pris. Voilà, donc environ donc les 24 premières heures de votre hospitalisation en psychiatrie. Juste, je voulais finir par les 6 émotions que vous allez ressentir pendant les 24 premières heures. D'abord, la tristesse de quitter vos proches. De 2, le soulagement d'obtenir de l'aide. Parce qu'il y a quand même une partie de nous qui est heureux d'arriver à l'hôpital. On se dit enfin, ça va s'arrêter cette souffrance. 3, l'ennui énorme du temps qui passe comme suspendu. 5 minutes, on dirait 1 heure. Ensuite, la honte pendant l'inventaire ou la peur qu'on trouve nos cachettes. Ensuite, ensuite la frustration, avec les décisions du psychiatre. Ensuite, l'anxiété d'adaptation, c'est-à-dire les quelques premiers jours, vous allez être très stressé, vous allez dormir sur juste une de vos... C'est quoi l'expression? Dormir sur ses 2 oreilles. Vous allez dormir sur une seule oreille, du coup. Prêt à bondir parce que vous avez peur des autres, en fait. Vous ne connaissez pas encore tout le monde, donc vous avez peur des autres. Et aussi, possiblement, un sentiment de claustrophobie. D'être enfermé, ça peut vous causer de l'anxiété, de claustrophobie. Voilà les zinzins, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une deuxième vidéo sur la psychiatrie. Et je vous dis bonne soirée, salut!